Bonsoir et bienvenue à la résidence Creatis. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir pour cet événement organisé par Jinkyo et Creatis sur les questions des médias. Quel talent pour construire l'avenir de l'information. Alors, bienvenue à la résidence Creatis. Je voulais juste vous présenter le lieu où on se trouve avec vous ce soir. Donc, Creatis, c'est une résidence pour les entrepreneurs culturels et médias où on est ce soir, mais c'est aussi un dispositif d'accompagnement pour les porteurs de projets d'entrepreneuriat culturel et de médias émergents qui existe depuis 2012. Et depuis 2012, nous avons accompagné à peu près 200 projets entre Paris et Bruxelles, parce que nous avons aussi une résidence à Bruxelles. Et parmi les projets qu'on a accompagnés depuis 2012, il y a aussi Jinkyo. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce soir l'équipe de Jinkyo. Et c'est vrai qu'on garde des liens très très forts et ça fait très plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Bienvenue et j'ai le plaisir de passer le micro au maître de cérémonie. Merci beaucoup. Merci. Merci Elena. Alors, merci à Creatis pour cet accueil. Et écoutez, voilà, moi je suis le cofondateur de Jinkyo avec Benjamin qui est derrière la caméra ce soir dans un autre rôle. Et voilà, Jinkyo tout simplement, c'est la communauté des talents de l'information. Nous, on propose aux journalistes et à tous les autres fabricants d'informations un portfolio pour pouvoir montrer le meilleur de leur travail. Et puis on accompagne les médias sur la question des talents qui est hyper stratégique pour construire l'avenir de ces médias. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui créer un peu le débat avec des personnes. On est vraiment ravis parce que justement, les 4 personnes qui sont là sont aussi, ont chacune plein de casquettes, vous allez le voir. Et vous verrez que du coup, on arrive à aborder beaucoup de sujets. Pour comprendre un petit peu cette question des talents, c'est-à-dire aussi bien quel type de format, de métier, quel type d'interaction, quel type de changement en fait se produit aujourd'hui dans le monde des médias à travers les personnes qui font l'information. Et alors, pour parler de tout ça, oui, alors je voulais vous dire quand même, ça c'est le petit instant publicitaire quand même, parce que ce qu'on aime, c'est donner de l'inspiration. Et donc, on a un podcast qui s'appelle Aparté et qui permet, où on donne la parole aussi à des personnes qui innovent dans le monde de l'information. Donc voilà, c'est vraiment la thématique. Et donc, j'ai eu, sur un hasard de la vie, s'est présenté Bénédicte, que j'ai croisé il y a 1 an et demi, Bénédicte Hillois, que j'ai croisé il y a 1 an et demi à Schoolab, qui a un autre lieu, un peu comme ici, mais pas spécifiquement dédié au monde de la culture et des médias. Et on s'est recroisé il y a quelques jours. Et donc, on va avoir un double regard, du coup, pour donner la parole à ces personnes qui sont là aujourd'hui. Un double regard. Le mien, c'est que je suis donc, cofondateur de Jinkyo et ancien journaliste. Et donc, Bénédicte, je vais te laisser expliquer quel est ton regard. À toi. Bonjour à tous. Alors moi, je ne connais rien à l'univers des médias, si ce n'est que j'en suis la lectrice, la consommatrice, l'auditrice. Mais en fait, je suis dans une vie antérieure, j'ai été DRH. J'étais DRH à la SNCF notamment. Et ça m'intéresse beaucoup de faire partie d'un débat, en tout cas d'interroger, cette fois-ci, c'est moi qui interroge, et après avoir été beaucoup interrogée sur les retards de train, ça m'intéresse de comprendre en fait comment dans le métier du journalisme, le DRH peut être contributeur du développement des talents, ce qui peut être aujourd'hui dans une entreprise. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, je n'ai pas compris que c'était tout à fait ça. Et donc, l'idée, c'est de contribuer avec Jean-Baptiste à poser des questions pour savoir comment. D'abord, est-ce que faire un journal, c'est faire un produit comme dans une entreprise ou pas? Mais si je commence avec les questions, ça ne va pas marcher. Je vais laisser d'abord Jean-Baptiste parler. Voilà. Voilà, on va commencer. Et d'ailleurs, pour enchaîner avec ce que disait Bénédicte, moi, il y a un élément qui m'a frappé au printemps. C'était au moment de la Ligue du LOL. Il y a eu une tribune qui a été faite par des étudiants en journalisme. D'ailleurs, si vous en connaissez, parce que je n'ai pas compris et je n'ai pas réussi à identifier des personnes qui étaient à l'origine de cette tribune. J'ai cherché, mais je n'ai pas réussi pour l'instant. Donc, si vous pouvez m'aider, je prends. Ces jeunes demandaient en fait à ce que des DRH dans les médias
s'empare du sujet du recrutement pour qu'il y ait un petit peu moins d'entre-soi. Et donc, j'ai trouvé vraiment très frappant, justement, puisque moi, ayant été journaliste et n'ayant jamais connu de DRH, je me suis dit que c'était vraiment peut-être une ère nouvelle, en tout cas, que des jeunes aient formulent cette demande. Ça m'a vraiment frappé. Et du coup, ça coïncide vraiment avec ce que vient de dire Bénédicte. Et donc, Bénédicte va jouer un petit peu le rôle, vous l'aurez compris, de mouche du coche bienveillante ce soir. Et pour commencer, on va tout simplement faire un petit tour de canapé et de fauteuil pour comprendre un petit peu chacun qui vous êtes, parce que déjà, vous allez voir, rien que de savoir qui est chacune de ces personnes va vous donner aussi une petite idée de à quoi peuvent ressembler les médias de demain. Donc, commençons par Macha, qui est le plus éloigné. Et du coup, chacun parlez bien dans votre micro, puisqu'il y a une captation audio et vidéo. Et donc, votre voix sera d'autant mieux préservée de cette manière. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Macha Binot, je suis la rédactrice en chef des médias du mouvement UP. On est en fait à l'étage au-dessus. Pour vous expliquer, le mouvement UP, c'est un ensemble de médias, conférences, radio, magazine papier et magazine digital qui œuvrent sur 2 lignes éditoriales particulières qui sont le journalisme de solution, c'est-à-dire cette information qui vient compléter l'information générale pour justement montrer ces gens qui font que les trains arrivent à l'heure et voilà, et pour pas forcément montrer que les trains arrivent en retard. Et le deuxième sujet que nous traitons, c'est en ligne éditoriale, c'est ce qu'on appelle le journalisme des humanités, c'est-à-dire qu'on va aller comprendre l'autre dans sa différence pour abaisser les défenses et pour mieux comprendre. L'idée étant en fait de mieux vivre avec les autres et avec la planète. Et pour ça, on a un ensemble de médias qui sont, donc on est ce qu'on appelle un cross-média, donc on est radio, digital, presse écrite et conférences, et bien sûr les réseaux sociaux, l'idée étant d'aller capter par la consommation de chacun un intérêt et qu'on amène les gens à aller s'intéresser sur d'autres sujets pour bien sûr la protection de la planète et la protection et l'engagement de l'autre. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a un intérêt, mais en tout cas, je le précise, c'est qu'avant de rentrer donc, au mouvement UP, j'ai été 5 ans entrepreneur, et donc j'avais un média et une agence média. Donc j'ai eu cette double casquette d'être à la fois rédactrice et aussi antérieurement entrepreneur. Et tu avais fait de la radio et tu avais Oui, fait plein j'ai de commencé choses. la radio à l'âge de 15 ans. J'ai écrémé toutes les rédactions du Sud-Ouest parce que j'arrive du Sud-Ouest. Et je suis arrivée en fait il y a 9 ans à Paris. Et j'ai fait partie des équipes fondatrices du magazine Le Bonbon, que peut-être certains connaissent. Voilà. Voilà. Bref, j'ai été le bras droit du directeur et donc j'ai développé cette marque et ce média pendant un peu plus de 2 ans et demi avant de me lancer moi dans ma propre structure. On en reparlera peut-être parce que je pense qu'il y a un intérêt sur le sujet de la formation. Entre-temps, en fait, en plus d'être la provinciale qui décide d'aller conquérir Paris, parce que c'est un peu c'est un peu le complexe de la provinciale que j'avais en arrivant ici. J'ai fait une formation et complété une formation, ce que je viens de finir il y a 1 an, un MBA à Sciences Po Paris, à l'école de journalisme en management des médias et du numérique, parce que oui, ce sont des métiers qui changent, ce sont des infrastructures qui changent, et donc je suis allée me poser la question sur ces sujets-là. Et voilà, et je suis arrivée au mois de mars cette année au mouvement UP pour reprendre la direction de tous les médias en transverse. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Cyril Franck, je suis le directeur de l'ESJ Pro Paris, donc je forme essentiellement des professionnels des médias, que ce soit dans la production de contenu, dans le management, l'organisation, le conseil en stratégie, édito, etc. Voilà, et je suis antérieurement également journaliste, consultant médias. J'ai créé mediaculture.fr, j'ai également créé Les Éclaireurs de la Com dans une vie antérieure, et Ask Media, qui a créé des infographies, data visualisation et le quoi.info, l'actu pour les nuls décédés, revendu à Ça m'intéresse. Et j'ai cru comprendre que tu connais bien le groupe Centre France. Oui, alors effectivement, J-Pro appartient à Centre France, hein, donc on est la même boîte, et tout ce qui est effectivement tous les titres du groupe Centre France, c'est la même maison. Ouais. Bonsoir, Marianne Rigaud. Alors plein de casquettes aussi. Du coup, j'arrive pas à faire aussi court que
ça fait 10 ans que je suis journaliste pigiste. J'ai jamais été dans une rédaction. En revanche, je connais très bien l'univers des pigistes et je suis spécialisée sur la Roumanie. Tout à l'heure, Jean-Baptiste a parlé des hasards de la vie. Moi, un jour, je suis allée en Roumanie, j'y ai vécu et ça fait 12 ans que j'y retourne beaucoup. En parallèle, je suis devenue formatrice en 2011 pour le SJ Pro. D'abord pendant plusieurs années. Et puis, il y a 4 ans, j'ai été embauchée par samsa.fr, qui est installé ici dans les locaux de Creatis depuis un mois. Samsa.fr, c'est un organisme de formation continue, donc techniquement avec concurrent de l'ESJ Pro, mais ça ne nous empêche pas d'être sur le même canapé. On forme aussi des médias dans leur transformation digitale. On les accompagne. On n'a pas que des médias, d'ailleurs, des entreprises, des institutions, etc. Et mon boulot là-dedans, c'est responsable pédagogique. Donc je m'occupe de concevoir les programmes de formation, de discuter avec les clients, de trouver les formateurs, de les briefer, d'assurer quelques formations aussi. Et tout ça, j'ai choisi de le faire à mi-temps pour justement continuer d'être pigiste à côté et continuer de cumuler mes casquettes. Et puis entre-temps, comme je m'ennuyais, en 2012, j'ai créé un truc qui s'appelle Diapéro. Et j'aurais jamais cru que ça deviendrait aussi gros et que ça existerait toujours en 2019 d'ailleurs. On promeut le diaporama sonore, on est un collectif, on organise des événements où on projette des diaporamas sonores. Puis après, il y a l'apéro, Diapéro, du coup, ça va, vous l'avez. On a créé un prix, on s'est agrandi, maintenant on est 8. Nos soirées ont beaucoup de succès, c'est entièrement bénévole, mais ça nourrit mes autres activités. Entre-temps, j'ai aussi rejoint Profession Pigiste. Profession Pigiste, c'est une organisation, une association qui promeut, qui défend les droits des pigistes. C'est pas un syndicat, mais on organise aussi des apéros pigistes où on échange, on partage nos expériences justement sur comment, où on parle de ces questions de recrutement dans les médias, de comment se valoriser dans les médias quand on est pigiste, comment valoriser sa spécificité. Et voilà, pour finir, il y a un an, j'ai rejoint la SCAM, qui est ma dernière casquette en date. La SCAM, c'est la Société civile des auteurs multimédia. Et je suis dans une commission qui s'appelle Écriture et formes émergentes. Donc on est jury dans des festivals, on accorde des prix et on promeut les auteurs et justement leurs talents dans les écritures et formes émergentes. Puis on fait des apéros aussi. Il y a beaucoup d'apéros dans ma vie. En tout cas, je suis heureuse d'être là et d'essayer de raconter tout ça. Qui forme un petit écosystème, un mini-écosystème à mon échelle et qui rentrera en résonance avec un peu tout ce que vous allez dire, je pense. Et vivement la prochaine casquette. S'il y a un apéro, il y a une casquette. On a un apéro d'ailleurs tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Yannick Kézard, je suis journaliste. J'ai 2 casquettes moi puisqu'on compte les casquettes ce soir. Voilà, j'ai 2 casquettes. Et je suis journaliste pour les journaux de TF1, le journal de 13h et le journal de 20h. Et je suis responsable de l'innovation pour l'information de TF1. Donc la première casquette consiste à produire beaucoup moins aujourd'hui de reportages, mais principalement des interventions en plateau pour expliquer des choses sur l'économie, les nouvelles technologies. Avant-hier, j'étais en plateau pour parler des pneus du futur. Hier soir, j'étais en plateau pour parler de la réforme des retraites. L'autre casquette consiste avec en fait... Avec un format assez particulier. Oui, avec des formats innovants. Donc, si tu veux, on parlera justement des talents qu'il faut pour penser les formats innovants de demain. Et l'autre responsabilité... oui. Parce que j'ai vu effectivement que pour la première fois, vous aviez utilisé quoi En fait, on voulait expliquer une notion qui peut être assez complexe pour le téléspectateur entre l'âge pivot ou la durée de cotisation, donc qui sont un peu les débats qu'il y a en ce moment sur la réforme des retraites. Et plutôt que de faire un truc... un petit peu à l'ancienne, en essayant de trouver des gens qui rentrent dans les profils, ou bien d'être en plateau et de parler sur du vide ou sur des personnages un peu cartoonesques, sur des infographies. Là, on avait en fait, à côté de moi, en plateau, 2 silhouettes en 3D, en réalité augmentée, qui étaient en fait des simulations
de personnes, et ces personnes-là on a presque l'impression qu'elles vont parler, qu'elles vont bouger, qu'on va les toucher, elles sont là pour représenter un cas concret. Donc là, on avait 2 personnes qui avaient le même âge, mais qui n'allaient pas être touchées de la même manière par la réforme des retraites. Et donc voilà, ça c'est une manière innovante qu'on essaie de... En fait, ça rattache à ce qui est ma deuxième casquette. Mon travail en tant que responsable de l'innovation, c'est de voir comment l'innovation, et principalement l'innovation technologique, peut aider à améliorer encore plus la qualité de l'information sur les antennes de TF1. Donc soit dans notre recherche d'information, soit dans notre traitement de l'information, qui vont être un peu nos process internes de journalistes qui ne se voient pas, ou soit dans notre manière de transmettre l'information. Donc ça peut être des nouveaux formats. Et moi, par exemple, je suis très friand de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de 3D. Je pense qu'en termes de pédagogie, c'est un outil formidable qui permet de montrer ce qui ne se montre pas normalement en télé, ce qui est compliqué à filmer. Typiquement, des simulations économiques à filmer en télé, c'est ultra compliqué, alors qu'à invoquer en plateau avec de la 3D, de la réalité augmentée, mais c'est tout de suite ultra malléable et limpide en termes de pédagogie. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte de moderniser la manière dont on fait du journalisme en télé en 2020 et pour les années à venir. Alors pour commencer le débat, puis Bénédicte, surtout tu m'interromps et tu interviens. J'avais envie de partir de la question qui est souvent celle que peuvent se poser des gens qui démarrent dans le journalisme, mais pas seulement, parce que c'est aussi la problématique des personnes qui sont en rédaction en chef, des formateurs, etc. Est-ce que l'avenir est aux spécialistes ou aux généralistes? Et du coup, j'ai peut-être l'impression que l'avis de Masha et de Marianne sont assez différents. Peut-être Marianne, tu peux commencer par nous donner ton point de vue sur le sujet. Alors pour l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, pour aujourd'hui, moi je répondrai spécialiste. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis spécialisée sur la Roumanie. Vous allez me dire, c'est une niche. Hein. À qui est-ce qu'on vend de la Roumanie? À plein de gens, en fait. L'avantage de la Roumanie, c'est qu'on peut autant faire un reportage dans un féminin, comme Cosette, que le portrait d'un homme d'affaires franco-roumain dans Management, ou un truc sur les ours pour Okapi. Ce sont des vrais sujets que j'ai faits. Et je suis très identifiée dans les rédactions. Donc, généralement, on se souvient de moi. Ah oui, la fille qui traite la Roumanie. On n'est pas beaucoup, en fait. Moi, ça s'est fait un peu par hasard parce que je suis allée vivre mon année Erasmus là-bas, à Bucarest. Donc, non, je n'ai pas de famille roumaine et je ne savais rien de ce pays et c'est un peu un hasard de la vie. Mais au final, c'est devenu quelque chose d'éditorialement intéressant, comme talent, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en fait, comme spécificité. Que d'être identifiée comme ça parce que je gagne du temps aussi dans ma préparation de sujets. J'ai pas besoin d'intégrer pour chacun de mes sujets plein de nouvelles informations. Je sais déjà beaucoup de choses sur ce pays, sur ses problématiques sociales, économiques, environnementales, culturelles. Je suis en veille permanente sur mon sujet. J'ai plein de sources d'informations au fil des années qui se sont mises en place. Je parle roumain, alors j'ai appris quand j'étais là-bas, donc je capitalise là-dessus. Et puis en tant que pigiste, comme c'est moi qui paye mon billet d'avion quand je pars en reportage, c'est un billet d'avion à 200 €, donc ça reste raisonnable. Il y a un paramètre économique intéressant. Je peux y aller, je peux vivre à Paris et y aller assez souvent. L'autre chose, c'est qu'il y a un intérêt médiatique, en tout cas de la presse française envers la Roumanie, qui est pas démesuré, mais qui est constant. C'est un pays qui a des habitants francophones, qui intéresse la France, donc j'arriverai toujours à caser des sujets sur la Roumanie dans la presse, notamment magazine. Il faut juste savoir changer de titre à chaque fois. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je démarche des magazines avec ma spécialité Roumanie, de façon assez opportuniste. La dernière fois, par exemple, c'était le Journal des Arts. Je voulais partir à Bucarest faire un sujet sur une nouvelle cathédrale. J'appelle le Journal des Arts, je dis bonjour, voilà, j'ai un sujet là-dessus. Le sujet se fait, ça se passe bien, et puis derrière, le red chef me dit mais proposez-moi d'autres trucs. Alors pas la Roumanie, mais d'autres sujets. Donc ça s'est passé comme ça avec le Journal des Arts, avec Cosette, avec Management, avec j'en oublie, d'autres avec que je suis allée voir avec la Roumanie, et puis au final, je me retrouve à faire des sujets en France. Donc je trouve ça
pertinent d'être spécialisé pour plein de raisons, tout en sachant en sortir et en ayant peut-être une sous-spécialisation. Moi, je considère aujourd'hui que j'ai une majeure sur la Roumanie et plusieurs mineures que je suis capable, sur lesquelles je me sens à l'aise d'écrire, notamment le féminisme, notamment les mutations numériques dans le monde du travail. Et ça me permet de développer d'autres collaborations tout en restant plutôt centré sur la Roumanie. Mais c'est vrai que parfois, les responsables de rédaction aiment bien des gens hyper généralistes et capables de tout faire. Alors, oui, voilà. En fait, on cherche des spécificités, des spécialités, effectivement, sur ce qu'on appelle des verticales éditoriales, c'est-à-dire sur des sujets, en particulier, typiquement la Roumanie. Mais par contre, ce qu'on recherche de plus en plus, à mon sens, dans les rédactions, ce sont des journalistes qui sont capables d'écrire sur le papier, sur le digital, qui sont capables de shooter des photos, parce que quand il y a une question économique quand même, il y a un modèle économique de médias dont on ne parlera pas là, mais il faut effectivement rentabiliser tous les déplacements. Donc si en plus mon journaliste, effectivement, il est capable de faire une captation vidéo, de shooter 2-3 bonnes photos et d'écrire sur le papier et sur le digital, parce qu'on n'écrit pas de la même manière, ça, pour le coup, effectivement, ça fait partie des prérequis maintenant, de plus en plus dans les rédactions de DataVis, effectivement, voilà. L'idée étant, et notamment nous, c'est ce qu'on réfléchit au sein du mouvement Up, c'est comment faire pour que le média vienne servir l'information et non l'inverse. Et donc, en fait, effectivement, quel que soit le sujet, si à un moment on décide, et c'est parce que pour nous c'est plus pertinent que ça soit présent en conférence, puis sur un podcast et enfin sur une DataVis, il faut à un moment que mon journaliste qui traite le même sujet soit en capacité de porter le projet sur la conférence, sur le DataVis et sur le troisième média. Mais du coup, qu'est-ce qui empêche de prendre n'importe qui ? Parce que c'est à partir du moment où on part du principe que quelqu'un qui fait la Roumanie va être capable de faire un autre sujet, qu'est-ce qui la protège du fait que quelqu'un d'autre va le faire sans être payé parce que ça l'intéresse et qu'il a envie de mettre son nom sur un article dans votre journal ? Alors, j'aurais qu'une seule chose, c'est l'ADN commun, je pense, à toutes les rédactions et toutes les personnes qui font partie d'une équipe de rédaction, c'est ce qu'on appelle l'investigation journalistique. Et c'est ce qui fait la grande différence entre la communication et les médias, c'est qu'il y a un média, quel qu'il soit, mais vraiment, que ce soit du journalisme d'investigation, que ce soit nous, du journalisme des humanités, du journalisme de l'information générale, etc., c'est à un moment la notion d'investigation journalistique qui fait qu'on recroise des informations, qu'on a des sources, on va vérifier et on va enquêter sur chacun des sujets que l'on porte. Et c'est ça la différence, en fait, entre un professionnel et une personne. Bien sûr, hein, il y a de plus en plus de blogs, il y a de plus en plus des réseaux sociaux, etc., qui nous permettent d'avoir une voix. Mais la différence entre les médias et le grand public, c'est l'investigation journalistique. Et qui trie ? Pardon. Alors, il y a aussi un savoir-faire de la mise en forme. C'est-à-dire qu'on a quelquefois, et on l'a vu, de très très bonnes productions sur le fond de gens qui ne sont pas des journalistes et qui collaborent avec des médias. Le Poste a montré qu'on pouvait faire des choses très bien en collaboration avec des experts non journalistes. Mais l'expertise du journaliste, c'est aussi de savoir dire les choses de façon claire, limpide, accessible à tous, et effectivement avec une grille de lecture qui est vérifier l'information, etc. Donc on a besoin, je dirais qu'il y a de plus en plus de connexion et de collaboration avec le citoyen qui a des expertises. Et moi-même, quand j'ai créé Quoi.info, c'était l'objet d'aller chercher des experts, tout un chacun, sauf que nous, on travaillait beaucoup derrière la vérification, la hiérarchisation et derrière la mise en forme. Mais alors, qui trie ? C'est-à-dire, qui s'assure du fait qu'on a bien affaire à un journalisme d'investigation ? C'est la fonction RH qui fait ça ? Alors, c'est ou la fonction RH ou la fonction de rédacteur, en fait, de rédacteur en chef. On va vérifier de par le CV, de par les contributions antérieures, de par le parcours universitaire ou les écoles, comment est-ce qu'on... Effectivement, la véracité de ce parcours-là. Et puis, très clairement, généralement, il y a des réflexes journalistiques qui se retrouvent assez régulièrement dans les papiers qu'on écrit, dans la manière dont on construit un podcast, dont on construit une vidéo, voilà. On sent qu'il y a un passage quand même à un moment. Il y a des codes journalistiques qui, effectivement, peuvent s'apprendre avec le temps, mais généralement, le parcours fait qu'on le voit assez clairement.
Et ouais, et alors pour rebondir, et notamment pour un média généraliste comme une chaîne de télé, est-ce qu'on peut vraiment considérer aujourd'hui où justement il y a la place un peu partout sur des experts, qu'il y a vraiment de la place pour des journalistes qui peuvent traiter de n'importe quel sujet? Et c'est souvent le cas à la télé où on voit des gens qui ont découvert le sujet le matin, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il y a il y a une ligne de, il y a un juste milieu. En fait, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est précieux, c'est d'avoir des spécialistes polyvalents. C'est important d'avoir des spécialistes d'un domaine, déjà parce que si on additionne tous les contributeurs à de l'information, donc des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir leur chaîne YouTube, qui peuvent avoir leur blog, qui peuvent avoir n'importe, ce qui va les distinguer, eux, de ce que tu fais, par exemple, c'est qu'elle a creusé une spécialité, elle a une vraie compétence dedans. Et donc, à l'ère où tout le monde peut se prétendre, je dirais pas journaliste, mais fournisseur d'informations, développer une spécialité, c'est s'assurer aussi un savoir-faire et se distinguer un petit peu justement comme talent. En revanche, s'enfermer dans cette spécialité, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette polyvalence que tu as réussi à entretenir. Et je pense qu'en fait, c'est commencer en étant assez polyvalent. Et quand on arrive à se spécialiser dans un domaine, essayer de le faire. Par exemple, moi, j'ai commencé à iTélé, dans une chaîne d'information qui n'existe plus, où en fait, il y avait des besoins au service politique, parce que c'était l'élection présidentielle de 2012. Polyvalence, il faut s'adapter, le besoin, il est là. C'est pas ce que je rêvais de faire, du journalisme politique, mais j'ai été recruté sur ça. Quand c'est passé, j'ai proposé des formats innovants en économie, parce que c'est l'économie qui m'intéressait. Et j'ai vu qu'il y avait ce besoin en économie. Il n'y avait pas énormément de journalistes économiques. Principalement, c'était des journalistes plutôt âgés, qui étaient éditorialistes et qui donnaient leur avis sur un sujet. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire de la pédagogie. Ne pas donner mon avis, mais expliquer avec un langage simple. Il fallait qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre ce que j'expliquais. Et je pensais qu'il y avait ce besoin de pédagogie en économie. Et en fait, là-dessus, j'ai développé ma spécialité. Et en y ajoutant après des outils modernes qui sont les infographies, la réalité augmentée, le fait de prendre de l'aisance, d'être en plateau et d'arriver à parler d'un sujet pointu, sans notes, sans fiches, de manière un petit peu naturelle comme ça. C'est en développant cette spécialité que finalement je me suis distingué du reste. Et notamment, c'est ce qui m'a fait arriver à TF1. C'est parce qu'ils cherchaient un jeune journaliste polyvalent sur la forme, pouvoir faire des plateaux, pouvoir faire des directs, pouvoir faire des sujets longs, des sujets courts, etc. Mais spécialiste sur le fond, sur l'économie, sur les nouvelles technologies, capable de développer des nouveaux formats qui n'existent pas à l'antenne, etc. Donc c'est important d'avoir un petit peu les deux. Je pense que quelqu'un qui n'est que polyvalent, il est par définition interchangeable. Quelqu'un qui n'est que spécialiste, il risque de s'enfermer dans une niche. Cyril, toi, tu ferais la différence entre le fond et la forme comme ça? Oui, effectivement, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait juste. À la fois, effectivement, on a besoin. Il y a une nécessité aussi d'avoir une expertise parce que le monde devient très compliqué, qu'il y a une exigence de compréhension aussi du public qui nécessite de fait une forme de spécialisation. On l'a vu dans les JT également, l'arrivée avec l'oreillette d'experts qui viennent, soit des spécialistes chroniqueurs de la thématique qui viennent, ça c'est une bonne chose. La personne omnisciente en télévision qui était agaçante, qui était capable, le chroniqueur omniscient qui intervenait sur tous les sujets, ça je pense c'est complètement dépassé. On voit bien qu'il n'est pas au niveau parce qu'on a besoin d'experts. Et en même temps, effectivement, il doit être polyvalent sur la forme, sur tous les formats et tous les canaux de distribution de l'information. Ça, c'est vrai. Je dirais aussi qu'il doit être polyvalent. Il doit avoir une culture générale aussi sur le fond qui lui permet, et ça c'est un point clé, de travailler avec d'autres métiers, de travailler avec d'autres spécialités. Et c'est donc, je dirais qu'il faut à la fois un bagage général qui va lui permettre de comprendre assez rapidement déjà le monde dans lequel on est. Finalement, la question, elle est la même que sur l'éducation nationale actuellement. Quel est le socle commun sur lequel on peut construire derrière des expertises et des spécialités qui vont nous aider à trouver un job? La question, elle est la même dans le journalisme. Donc, il faut définir ce socle commun qui est la culture générale qui permet de s'adapter, d'avoir cette polyvalence sur le fond, mais aussi après d'avoir des expertises sur la forme, que ce soit sur le sujet ou dans sa distribution ou dans les formats. Moi, j'avais envie d'avoir ton regard, Bénédicte, là, sur toi. Alors là, côté
SNCF ou côté téléspectatrice ou lectrice, est-ce que tu trouves qu'il y a l'expertise suffisante sur les sujets que tu attends quand tu regardes ces sujets? Quand ce sont des sujets que je maîtrise en tant qu'experte, je ne vois que les choses qui sont fausses. Mais je pense que, en revanche, quand je regarde des sujets que je ne connais pas, je suis souvent édifiée du fait que c'est très bien renseigné. Et ayant discuté avec des gens qui sont dans d'autres spécialités, ils me disent exactement la même chose. Et je pense qu'on a une sensibilité quand on est dans un domaine qui consiste à être particulièrement intraitable quand on voit qu'un sujet pour lequel en fait on passe de l'énergie ou du temps est rapidement embarqué en 2 phrases et quelquefois avec une petite erreur, même si elle n'est pas majeure. Et ça, c'est inévitable pour toi? C'est faux ou c'est résumé? Ça- C'est vulgarisé? Ça peut être. Alors, si on part par exemple d'émissions comme Envoyé spécial ou des émissions qui en fait génèrent qui peuvent générer du débat, ça peut aussi générer de la crispation en interne parce que des choses ont été très rapidement expliquées et considérées par les spécialistes comme des raccourcis de vulgarisation qui tendent presque à la remise en question. Donc, enfin, voilà, moi j'ai des souvenirs de soirées de gestion de crise où la question, la manière dont est traité un sujet, quand on le regarde collectivement ensemble depuis une salle de crise, on se dit au secours. Mais au secours, pas parce qu'on a mal renseigné les téléspectateurs, au secours parce qu'on n'a probablement pas respecté ce qui fait la singularité des gens qui en fait ont travaillé. Et en fait, je retrouve la même chose quand vous vous exprimez, c'est-à-dire quand on a un métier qui est un métier passion, qui est un métier pour lequel, qui est une identité professionnelle, on le défend avec beaucoup de conviction. Et le fait que des outsiders en fait puissent à un moment donné prétendre en fait vouloir le faire, c'est juste pas possible et on peut le comprendre. Et en même temps, c'est ce qui arrive dans chacun des métiers, c'est d'être bousculés, on dit disruptés par des outsiders qui viennent et qui prétendent le faire mieux parce qu'ils ont accès à des nouveaux codes, parce qu'ils ont accès à des nouvelles pratiques. Et donc, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Quand ça vous arrive, vous pensez quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, fait un reportage sur la Roumanie, qu'il n'est pas journaliste et que le reportage sur les réseaux sociaux va être extrêmement partagé, extrêmement liké et considéré en fait comme un must sur le sujet par des gens dont vous pensez qu'ils ne sont pas journalistes. Moi, je suis toujours ravie de voir des reportages sur la Roumanie, même si ça n'a pas été fait par un journaliste, et je ne prétends pas avoir le monopole en plus du sujet, parce qu'il y a souvent ça qui se passe quand on est spécialisé, on se dit qui c'est lui qui va faire un reportage en Roumanie, il n'y connaît rien, puis on s'en veut un peu de ne pas avoir eu la même idée de sujet. Donc moi je suis ravie que des gens viennent me bousculer et me challenger. Ça fait 12 ans que je couvre ce pays principalement, même si j'écris sur autre chose, donc c'est bien que des personnes s'intéressent à ce pays et viennent me remettre en cause sur ce qui n'est pas ma chasse gardée, mais ce qui peut être une certaine zone de confort. Et c'est ça aussi le talent, c'est savoir évoluer dans sa spécialité et puis aussi être malin. Je pense qu'aujourd'hui, le talent, c'est d'être malin, de savoir évoluer et de savoir identifier un sujet, un thème sur lequel on pourrait se spécialiser et qui va être porteur. Aujourd'hui, l'environnement, les nouvelles technologies, le nucléaire, un parti politique quand on est dans une année électorale, plein de choses sont porteuses pour des journalistes qui vont vouloir se faire embaucher dans une rédaction ou pour des pigistes qui vont démarcher pour vendre des sujets. Il faut être malin. Moi, je vois trop de journalistes à profession pigiste, notamment lors des apéros pigistes. Cette question de spécialisation ou spécialiste ou généraliste se pose régulièrement. Et quelqu'un qui vient dire « moi, je suis spécialisé culture oui. », ça ne veut rien dire. Donc, il faut savoir se démarquer intelligemment. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a un gros boom de podcasts, donc il est pertinent, intelligent, et encore, c'est peut-être un peu trop tard, d'aller se spécialiser sur ce format. Moi, il y a 5 ans, je faisais du web documentaire. C'était un format qui était recherché par les médias, et encore, pas toujours financé, mais du moins qui intéressait. Donc c'était stratégique. Quelqu'un qui aujourd'hui vient me voir en me disant « j'aimerais bien faire un web documentaire », c'est quelqu'un qui n'a pas regardé un média en ligne depuis 5 ans. Donc il faut être malin et en veille sur les tendances.
pour répondre à votre question, effectivement, c'est le rapport entre le corporatisme et finalement l'ouverture à l'extérieur. Moi, je pense franchement, effectivement, qu'il y a beaucoup de corporatisme chez nous. On est peut-être une des professions les plus corporatistes qui soit. À titre personnel, j'ai fait le contraire, parce que j'ai créé un site quoi.info qui avait pour vocation d'aller chercher les expertises citoyennes. Donc oui, je peux que vous donner raison sur l'idée qu'on n'a pas le monopole. En revanche, il y a quand même un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il s'apprend, il est le fruit d'une expérience, il est le fruit d'un travail long. Et là, il y a une collaboration qu'il faut envisager. C'est surtout ça, le changement de rapport aux citoyens qui doit être beaucoup plus, je dirais, ascendant, descendant dans tous les sens. Voilà, c'est surtout ça qui change et qu'il faut maintenant faire avancer d'un pas supplémentaire. Et de toute manière, c'est une profession qui est en pleine reconstruction et qui effectivement surfe aussi avec cette accélération des technologies, cette nouvelle consommation de l'information. Je crois, c'est ce que j'expliquais l'autre soir, c'est qu'il y a un médecin spécialisé dans sa spécialité, pour qu'il soit à jour de toutes les données, il faudrait qu'il lise 190 heures par semaine de contenu. Donc, un journaliste, en fait, qui est censé avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus large, c'est impossible à l'heure actuelle. Et c'est un des gros enjeux, en fait, de ce métier-là, c'est de savoir traiter, digérer, pour justement informer les gens avec cette data qui est énorme, en fait. Et il y a un enjeu de filtre derrière qui est très, très compliqué. Donc, effectivement, la question que vous posez, à un moment, oui, on a besoin d'experts, mais au même titre qu'il y a des exercices journalistiques, bien sûr qu'on a besoin des experts, et tous les médias, enfin, il n'y a pas un média qui dira le contraire, mais il faut quand même faire une distinction, effectivement, entre l'expertise et le journalisme. Parce que ce sont deux exercices de style qui sont différents. Voilà. Alors, pour un autre, sauf si tu avais quelque chose à rajouter, pour aller un tout petit peu plus loin, et si on devait aller jusqu'à dresser peut-être des conseils de compétences pour quelqu'un qui a envie notamment de se former, qu'il ait 20 ans, 25 ans, 40 ans ou 50 ans, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et du coup, j'ai envie de poser la question à Cyril, qui a mené une expérience que tu peux nous raconter pour essayer d'identifier les métiers des médias de demain, et dont tu as fait un article de blog. Alors, sur quoi il faut miser? Sur quoi il faut miser? Raconte-nous un petit peu cette expérience où tu as mis plein de gens dans une salle avec des post-it. Voilà, c'est ça. En fait, on a fait venir des gens de toutes les catégories de métiers, des RH, des rédacteurs en chef pour les médias, des gens qui sont spécialistes de l'information comme nous, et on a tous cogité ensemble sur de quoi vous aurez besoin demain, en 2025, pour vraiment faire tourner votre boutique, vos journaux, vos titres, vos médias. On a tous réfléchi sur des ateliers différents, on s'est répartis en plusieurs groupes, post-it, etc. Et de ça a émergé un certain nombre de choses, des choses très très différentes, et effectivement qui touchent à la fois des choses spécialisées, des choses plus générales, des compétences précises, des compétences globales, du savoir-être, du savoir-faire. Voilà, c'est tout ça à la fois. Et la question, c'est comment on organise tout ça, comment on priorise tout ça, et si on devait derrière avoir une formation idéale, comment on la construit finalement cette formation pour avoir tout ça au final. Il y a aussi un élément clé qui aujourd'hui ressort de toutes les études et pas simplement celles qui concernent les médias, c'est la nécessité de se mettre en capacité de s'auto-former. Et c'est le sens de la réforme qui a lieu en ce moment, la capacité à s'auto-former, c'est quelque chose qui s'apprend finalement, et ça ressort également du bagage général dont je parlais tout à l'heure. La capacité, cette culture générale qui ne sert à rien et qui sert à tout, elle sert notamment à ça, à être en capacité de s'emparer d'un sujet et d'avoir ce recul, cette capacité de mettre les choses en contexte pour apprendre et s'auto-former. Parce qu'effectivement, les choses évoluent très vite. Et on n'aura pas toujours dans notre budget formation la semaine disponible dans un an, quand on aura déjà écumé tout notre crédit pour aller se former à la dernière technique dont on a besoin maintenant. Voilà, donc il faudra aussi apprendre ça. Et du coup, la réponse sur la priorisation, la priorité numéro 1 aujourd'hui? La priorité numéro 1 aujourd'hui pour les rédactions, Et pour tous ceux qui ont besoin de trouver une... Je dirais que la première chose, c'est déjà le fond du fond, les fondamentaux de l'écriture du journalisme. C'est-à-dire vérifier, aller chercher, vérifier, hiérarchiser l'information et la mettre en scène dignement, de façon accessible. Ça, c'est les fondamentaux. Et si on devait retenir qu'une seule chose, c'est ça.
Après, effectivement, pour être capable justement d'aller chercher la bonne information, pour être capable d'aller chercher, de bien la hiérarchiser, eh bien, il faut avoir des spécialités dans certains sujets. Effectivement, l'économie en particulier, un domaine, à mon avis, où les jeunes journalistes, auxquels les jeunes journalistes ne s'intéressent pas assez, c'est pas assez glamour probablement. J'en discute assez régulièrement avec des éditeurs de presse économique qui me disent, là, on a vraiment besoin d'une expertise supplémentaire pour décrypter, pour aller chercher des angles différents, pour aller creuser, parce que ça devient de plus en plus compliqué d'expliquer ce qui se passe. Là, effectivement, c'est le deuxième degré. Une fois qu'on a le premier bagage sur le savoir-faire, après, il y a la spécialité, puis après, il y a le savoir-être, la capacité à collaborer avec les gens, la capacité à s'ouvrir, la capacité à se remettre en question, à interagir avec autrui, etc. Tout ça, c'est aussi d'autant de qualité, de curiosité, d'ouverture, etc., qui ne sont pas finalement spécifiques à notre métier, mais qui sont nécessaires aujourd'hui pour s'adapter au monde du travail. Et toi, Yannick, qui teste notamment pas mal de techno, est-ce qu'il y a une réponse technologique à cette question ? Est-ce qu'il y a un outil ? Parce que finalement, les fondamentaux, ça paraît presque un petit peu old school comme réponse. Version high-tech, tu fais la même réponse ? En tout cas, les fondamentaux, ils sont là et je signe en dessous cette liste, elle est indispensable. Et en fait, on s'aperçoit que si un producteur de contenu, par exemple quelqu'un qui a sa chaîne YouTube, s'il coche toutes les cases qui viennent d'être données, il est journaliste en fait. Même s'il n'a pas sa carte de presse, qu'il n'est pas payé par une chaîne de télé, si c'est quelqu'un qui décide de faire une chaîne YouTube pour informer sur un domaine qui l'intéresse en particulier, s'il va chercher ces informations... Des youtubeurs, il y en a Moi, plein. j'en ai, des super. Ça, je sais, mais ça m'intéresse d'avoir qui a des exemples fonctionné. que vous considéreriez comme journalistes. Il Julien Vidal. Julien Vidal, il a créé un podcast qui s'appelle « Ça commence par moi ». Qui a écrit aussi un livre, c'est 365 jours avec 365 actions pour le changement. Il est devenu, d'ailleurs, il a été récupéré par France Télé. Et il est pas journaliste à la base, mais il est devenu un référent dans l'innovation environnementale et dans l'engagement citoyen sur les sujets environnementaux. Voilà. Et pour répondre au nom de cette conférence ce soir, quel talent pour l'information de demain, mais une bonne partie des talents, ils sont aussi là. Ce sont ceux qui montent des chaînes YouTube, qui vont monter des podcasts, etc. Et les chaînes, moi je parle de chaînes de télé, sont très friandes de ce type de profil, parce que ça casse un petit peu les codes, tout en cochant les bonnes cases. Donc pour moi, tu vois, tu me demandais technologiquement où est-ce que tu vas chercher des nouveaux talents, peut-être sur ces plateformes-là. Je sais qu'une chaîne de télé, ça va. Un jeune qui candidate et qui dit voilà, ça fait 5 ans que j'ai une chaîne YouTube, regardez ce que je fais. Tu regardes ce qu'il fait et c'est clairement journalistique, alors qu'il ne le savait peut-être pas lui-même. C'est un super profil parce qu'il va avoir développé beaucoup de choses, peut-être tester des formats, inventer des choses. J'en parlais tout à l'heure avec un jeune étudiant qui est dans la salle que je suis un petit peu. Ce que font aujourd'hui des médias comme Combini, Loopsider, etc., c'est faisable avec un smartphone, un logiciel de montage, 3 pots de crayons de couleur et tu fais des trucs super. Dès l'instant où il y a le fond, où il y a ces compétences et ce savoir-être aussi qui est très important parce qu'on peut avoir toutes les compétences journalistiques, avoir tous les outils technologiques et être un imbécile et pas être sympa et pas être avenant et pas être... Et ça commence à être compliqué si on n'a pas ce minimum de savoir-être. Mais si on a tout ça, on a déjà les bons outils. Et du coup, ça veut dire que les rédactions ont vu se développer un énorme marché alternatif de talents qui peuvent en fait recruter ou à qui peuvent simplement demander des contenus particuliers qui viennent d'une certaine manière concurrencer des équipes internes. Et comment elles le prennent en fait, ces équipes ? Parce que ça peut être douloureux. Il y a un petit peu de dégagisme. Qui sont très malignes, comme M6, qui les agglomère, qui les agrège, qui rachète. Comment ça s'appelait ? Golden Moustache, qui a intégré tout à fait les équipes de blogueurs pour en faire un produit qui derrière est commercialise. Donc oui, alors ça ne répond pas au problème de la concurrence en interne, comment c'est perçu. Je pense que quelquefois, oui, ça peut faire grincer des dents. Mais de toute façon, comme le web a fait grincer des dents quand ils sont apparus vis-à-vis des médias traditionnels. Comme à chaque fois qu'un nouvel arrivant fait grincer des dents. Je veux dire, c'est vraiment la culture des anciens contre les modernes. Et à un moment donné, effectivement, il y a quand même une forme de renouvellement qui met en question
direction, les gens qui sont en place, de toute façon. Donc oui, je pense que quelque part, ça peut être un peu difficile. Quand c'est bien fait, il peut y avoir des synergies, il peut y avoir des brassages culturels, des choses, des inspirations qui peuvent enrichir. Alors moi, je ne connais pas spécifiquement la télévision, tu pourrais mieux répondre que moi. Il y a peut-être des exemples justement d'inspiration, de brassage. On fait venir quelqu'un de l'extérieur pour innerver un petit peu le Oui, débat. sur l'exemple des youtubeurs, il y a, notamment pendant la dernière campagne présidentielle, il y a un youtubeur qui s'appelle Hugo Décrypte, et qui, en fait, c'est un très bon exemple parce que c'est un jeune homme je crois qu'il avait 16 ans à l'époque où il a commencé, et qui fait très, très clairement du journalisme. Il a décidé de se filmer dans sa chambre, de se renseigner sur des sujets d'actualité, parfois de passer des coups de fil, d'aller rencontrer des gens, et puis il faisait des vidéos courtes de quelques minutes où il expliquait avec un langage compréhensible de tous les jeunes de son âge, et il expliquait des sujets d'actualité. Et lui a très vite été repéré, par exemple, par le groupe TF1, et pour LCI, il a fourni pas mal de contenu. Il était, je crois qu'il venait même en plateau faire des interventions sur la présidentielle. Et sur les prochaines échéances politiques, notamment la présidentielle de 2022, je pense qu'il faudra aussi beaucoup compter sur ce type de profil, parce qu'il ne faut pas le voir comme des concurrences. C'est un peu naturel de tout voir comme des concurrences. En fait, c'est des enrichissements de format, et tout simplement de se dire que sur une chaîne d'information qui va être regardée par des gens qui ont une moyenne d'âge de, je sais pas, 47 ans, c'est pas une concurrence que de mettre un jeune de 16 ans qui va expliquer l'actualité. Ça concurrence pas énormément de personnes en interne. En revanche, ça ouvre peut-être la chaîne à un autre public qui n'aurait jamais regardé les contenus dans ce cas. Donc c'est plutôt le voir comme ça. C'est comme lorsqu'on se pose la question au sein des rédactions de dire est-ce qu'on doit mettre des contenus sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, parce que finalement les contenus on les met sur ces réseaux sociaux. Mais les gens ne vont pas aller après regarder le JT, ouvrir un journal, acheter un journal. Il ne faut pas le voir comme ça, c'est pas une concurrence, c'est complémentaire, c'est de la visibilité sur des cibles qui de toute façon ne te regardent pas ou ne te consomment pas encore. Alors autant essayer de faire en sorte d'être présent dans leur panel de médias, et elles viendront peut-être ensuite à ton produit de base. Ariane, je crois que tu voulais réagir. Je pense qu'il y a un décalage qui s'est créé entre la façon dont les journalistes sont formés en école de journalisme et les attentes et les besoins des rédactions. C'est-à-dire que vous n'entendrez pas ce discours dans une école de journalisme d'aller sur YouTube, d'aller penser différemment, innover sur d'autres formats. Alors ça dépend quelles écoles. Ils ont ouvert un blog, on les a forcés. Ouais. Moi j'ai fait l'ESJ Lille entre 2008 et 2010. J'étais dans la spécialité web. On mettait encore des guillemets à web. On était imbriqués dans le groupe presse écrite. On apprenait à faire un blog avec des liens. Et c'est tout. Donc moi, quand je leur parlais de diaporama sonore et de web documentaire, déjà, j'avais l'air extraterrestre. Donc il y a chaque année des étudiants qui arrivent sur le marché du travail, diplômés d'une grande école de journalisme, qui arrivent avec une vision un peu classique pour une grande majorité des médias, à qui on n'a pas appris à être entrepreneur, à qui on n'a pas appris à se vendre, ne serait-ce que faire un synopsis, c'est-à-dire bien vendre une pige. Ça, il y a plein d'écoles de journalisme où le mot pigiste est peu prononcé, et encore moins celui d'auteur ou d'entrepreneur. Donc on ne donne pas les clés aujourd'hui à tous les étudiants en école de journalisme pour être adaptés à ces évolutions. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, il y ait une concurrence très légitime d'autres profils qui ont un parcours moins classique que le Sciences Po plus école de journalisme, et qui vont se faufiler dans les rédactions. Et tant mieux si les rédactions vont chercher ce genre de profil. Ça a un peu évolué par contre. Bah oui, je parle de 2008-2010, hein, on parle il y a 10 ans. Juste une toute petite nuance, parce que ça a bien changé. Moi je suis diplômé depuis 3 mois, et pour le coup... De quelle école? CFJ. Et pour le coup, on a notamment une branche newsroom, qu'on appelait newsroom, avec des métiers du web, où vraiment on apprend à faire ça. Et moi j'ai trois amis à moi qui sont déjà au pôle vidéo du monde, ils font tout, on apprend le motion design. On a des cours même sur la pige, on a des gens qui sont venus nous voir. Ouais.
C'est ce que j'allais dire, j'allais un peu nuancer ce que tu disais, mais moi j'ai la connaissance de la même école que ce jeune homme, j'ai fait le CFJ aussi, et je suis dans le jury de recrutement du CFJ, donc je sais que c'est des choses auxquelles cette école fait attention. Après, je ne peux pas me porter garant pour les autres écoles, mais et je sais qu'à l'ESJ de Lille, aujourd'hui, on fait plus que de mettre des liens dans des articles web. Un peu plus, ouais. Non, c'est vrai que, alors moi je me prononcerai pas non plus sur la formation initiale, parce que nous c'est vraiment de la formation en alternance, qui est déjà par nature totalement immergée, puisque la moitié elle se fait en entreprise, et donc ils ont les mains dans le cambouis sur le monde opérationnel. Il n'y a pas de vision fantasmée du métier pour les gens qui sont en alternance. Moi j'ai fait le CFPJ, le concurrent, de la même façon avant, et c'était la même chose. Mais oui, il y a peut-être une part de... Il y a peut-être une part, effectivement, quelquefois, d'éloignement sur cette vision fantasmée. Ça, j'ai pu le percevoir en tant que consultant quand j'ai donné des cours à quelques écoles, dans cette relation, je dirais même au public. Cette question-là, elle est culturelle. Il y a les gens, il y a nous, et voilà, cette relation un peu descendante qui est en train d'évoluer quand même. Enfin, il y a quelques années encore, il y a 2-3 ans, c'était pas toujours très évident de faire comprendre ça, parce qu'on a une vision assez fantasmée du métier, où le reporter, ou des rubriques nobles et pas nobles. Voilà, il y a des choses un peu comme ça qui sont culturelles, qui sont assez françaises, je pense, en plus, mais qui sont en train de changer, parce que le monde nous fait changer, parce que les usages nous font changer, et c'est très bien, et ça secoue un peu le cocotier. Voilà, après, il y a jamais de formation parfaite, de toute façon, et c'est en apprenant. De toute façon, vous sortez de votre école, vous n'êtes quasiment comme quand vous avez votre permis de conduire, vous ne savez pas conduire. Je dirais que c'est sur le terrain qu'on apprend vraiment le métier. Et je pose la question pour le coup à vous, les professionnels de la formation. Je pense que c'est pas propre au journalisme. Hein. D'arriver, de sortir d'école et d'avoir l'impression qu'on est formé en sortant d'école. Je pense qu'on prend quelqu'un qui sort de l'école d'avocat. Tant qu'il n'a pas fait 2-3 dossiers quand même et qu'il n'a pas rempli quelques procédures, je ne suis pas sûre qu'il considère qu'il soit qualifié comme avocat. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus d'écoles qui qui apprennent par du learning by doing, c'est-à-dire parce qu'on ne peut plus dissocier finalement le fait d'apprendre et le fait de faire, et parce qu'on fait et qu'on échoue d'ailleurs, on apprend mieux. Mais du coup, cette idée qu'en fait, il y a des nouvelles pratiques qui arrivent avec des nouvelles générations, ça met un peu en danger les équipes historiques. Non, faut pas non plus faire une distinction. Vraiment, parce que alors là, pour le coup, je me mets, pour avoir écrémé quelques rédactions, ouais. et peut-être que vous pourrez compléter. Il faut quand même pas opposer les journalistes des pigistes. Enfin, il n'y a pas de menace en fait. Il n'y a pas une tranchée entre les deux, et il n'y a pas de tranchée entre les pigistes et les journalistes et les nouvelles, enfin les youtubeurs ou autres créateurs d'informations. Absolument pas. Il y a une complémentarité qui effectivement s'installe de plus en plus, donc qui est de plus en plus entendue. Il y a aussi derrière un pivot à faire en termes de management pour essayer de faire comprendre aux journalistes que effectivement il y a une complémentarité et qu'on reste une équipe. Hein. Je pense que ce qui est aussi l'ADN du journaliste et qui a été répété plusieurs fois depuis le début de la soirée, c'est qu'un journaliste, en plus de son expertise, il y a une chose, c'est qu'on fait partie d'une rédaction. Une rédaction, c'est une équipe. C'est-à-dire on part ensemble, on rentre ensemble. Et ça, c'est hyper important, et je pense que ça fait partie de l'ADN du journaliste d'avoir cet esprit d'équipe, parce qu'il y a une complémentarité des informations, des supports qui viennent au service d'une information et d'un média. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait je pense qu'il y a une compréhension générale qui est effectivement une modification de l'information. Notamment, il y a la création de plus en plus de newsrooms dans les médias. Même on reconfigure complètement les rédactions, où avant on séparait par département, sauf que maintenant on sépare par consommation de médias. Là, oui, il y a des transformations. De là à dire que le pigiste ne parle pas aux journalistes, non. Pour le coup, je ne pense pas que ça soit entendu comme ça. J'insiste, sans aller jusqu'à dire qu'ils ne se parlent pas, l'idée qu'il pourrait y avoir des générations de travail différentes, et qu'un certain nombre de générations anciennes puissent en fait ne plus avoir droit à des sujets nobles tels qu'ils pouvaient les avoir jusqu'à présent, c'est une idée fausse, ça. Moi, j'ai envie de rajouter un truc en complément, c'est qu'effectivement, parfois, j'entends de dirigeants de médias qui disent voilà, on espère que la vieille génération va partir pour pouvoir laisser la place aux jeunes. Clairement. Alors, et ça, les plans de départ arrangent un certain nombre de personnes sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un clash de génération ?
Un clash de génération, non. Par contre, une génération qui est moins écoutée, oui, ça c'est indéniable. Mais par contre, je pense qu'il y a des choses à retirer d'eux qui nous éviteraient de nous retrouver dans des situations journalistiques hyper compliquées. Notamment, on en parlait l'autre soir de l'arrestation fictive de... Son nom m'échappe, excusez-moi. Dupont-de-Ligonnès. Dupont-de-Ligonnès, où on s'est retrouvé quand même le samedi matin, 16 couves qui annonçait qu'il était arrêté parce qu'on était allé trop vite. Il y a quand même, à un moment, je pense, 2-3 stages du journalisme qui ont dû dire « Attendez, on va quand même vérifier un tout petit peu, on va prendre un peu de temps. » Et effectivement, on est dans une information qui doit tomber le plus rapidement possible, de l'information chaude qui doit tomber le plus rapidement possible. C'est à celui qui dégaine le premier. En attendant, je pense que si on avait écouté 2-3 anciens, on ne serait pas retrouvé dans des situations comme ça qui viennent décrédibiliser l'intégralité des médias, en plus. Non, juste pour dire, en fait, ça dépend vraiment des profils. Moi, j'ai des exemples chez TF1 de personnes qui sont d'une génération très avancée, qui sont parfois qui ont dépassé l'âge de la retraite et qui sont ultra précieux. Nous, par exemple, à TF1, les grands reporters de guerre, c'est pas des petits jeunes, hein. C'est des dames, Patricia Lémonière, qui ont de l'expérience, qui sont allés des dizaines, voire des centaines de fois sur des terrains de guerre, et on les remplacerait pour rien au monde par un petit jeune, aussi polyvalent soit-il. Et dans des domaines un petit peu moins m'as-tu vu, nous, on a un journaliste qui était au service économie de TF1, qui s'appelle Denis Cadot, qui vient de partir à la retraite, il avait 62 ans, et ben, les DRH ne le poussaient pas à la porte, hein. C'était quelqu'un d'encore extrêmement précieux sur ses analyses, son expérience de la matière économique. En fait, on peut être blasé par son métier et par ses innovations à 35 ans, comme on peut encore être parfaitement frais, alerte et indispensable à 70 ans dans un métier. Ça dépend vraiment des profils. Alors, c'est vrai que parfois, on va trouver plus de personnes blasées, lassées, un petit peu pressées de passer la main autour de 60 ans ou de 50 ans, mais c'est pas une science exacte, et heureusement, sinon ce serait triste. Pour vous donner un petit peu raison quand même, il m'est arrivé effectivement de voir dans certaines rédactions, auprès de certains éditeurs, une tentation au remplacement par des jeunes très polyvalents qui utilisent des nouveaux outils, on va dire ça comme ça, et avec quelquefois des erreurs qui étaient liées à l'absence de considération pour des profils plus seniors, plus sur le fond, mais qui effectivement ne maîtrisaient pas forcément les outils sur la forme. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vu. Et d'ailleurs, ça a quelquefois donné lieu à des plans de départ volontaires où on les a un petit peu poussés dehors, et avec une perte très très important sur le plan éditorial, mais qu'on a pu mesurer que plus tard. Quand on a une rubrique entière qui s'effondre parce que le spécialiste de l'éducation a disparu, parce que le rubricard qui a 30 ans de métier sur la partie politique, il n'est plus là pour avoir les contacts, pour aller chercher la bonne info. Donc oui, c'est déjà arrivé. Cette tentation, à mon avis, elle est en train de s'effacer un peu. On est déjà en train de revenir en arrière, parce qu'aujourd'hui, on a bien compris la nécessité, pour aller chercher un modèle d'abonnement, d'aller chercher du fond. Et là, sur le modèle gratuit, c'est là où je voulais en venir, c'est que la question du business model, elle est totalement inhérente à ces questions-là. C'est quand on est cherché du quanti, de l'audience, là on a besoin de gens qui publient vite, qui distribuent vite, qui sont sur tous les canaux, qui vont chercher du lien social, etc. Quand on est sur de l'abonnement, quand on est sur des gens qui payent l'information, là on peut retrouver des profils, je dirais, peut-être un peu moins clinquants, mais qui ont du fond. Donc là, je pense que, je dirais, les rapports de force se rééquilibrent. Il y a un enjeu, nous, qu'on a pu observer à samsa.fr lorsqu'on accompagne des médias, c'est celui de former l'échelon des managers, des rédacteurs, rédactrices en chef, puisqu'on a souvent tendance à envoyer sa rédaction, ses journalistes en formation, notamment sur des formations outils, parce que c'est le premier réflexe quand on veut évoluer, de se dire je forme tout le monde à la vidéo sur smartphone, je forme tout le monde au podcast, aux réseaux sociaux, mais si l'échelon du dessus n'est pas formé, c'est-à-dire n'a pas la même connaissance que ses subalternes de combien de temps ça prend de manipuler ces outils, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment ça peut nous permettre de développer des nouveaux formats, et ben en fait le budget, l'argent et le temps dépensé en formation est inutile quasiment, puisque on a des nouvelles compétences techniques au niveau des journalistes, mais on n'a pas ça ne suit pas au niveau supérieur. Donc, une des formations, par exemple, qu'on a essayé de pas mal développer, c'est celle des managers bimédias, c'est-à-dire des gens qui sont devenus rédacteurs ou rédactrices en chef parce que
Ils étaient grands reporters, très qualifiés sur un sujet, et puis on les propulse sans aucune formation, hein, ni RH, ni managériale, ni sans s'assurer qu'ils ont une vision. Ils deviennent chefs, ils et elles deviennent chefs, et là, on a un vrai fossé qui se creuse entre cet échelon et celui des journalistes. Donc, nous, à chaque fois qu'on accompagne des médias, on leur dit c'est super, on a formé tous vos journalistes à l'écriture web. Et par contre, maintenant, envoyez-nous les chefs, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il faudrait d'ailleurs commencer par les chefs. Et il faudrait normalement, commencer par les chefs, Alors clairement. justement, ça fournit une excellente question qui est un peu peut-être sur la dernière partie de ce tour de table, mais est-ce que justement, ce qui manque aujourd'hui, c'est du management et des RH pour permettre, ces deux termes tabous dans les médias, mais pour permettre aux rédactions de changer un peu de visage dans le sens où la société aujourd'hui demande à ce que les médias lui ressemblent un peu plus. Et je reprends l'exigence des jeunes journalistes qui demandaient un peu moins de cooptation. Est-ce que c'est un manque de management et de RH dans les médias ? Moi, je pense que oui. Il y a un déficit de management dans les médias parce que c'est une culture, encore une fois, du faire. On fait, on produit, on valorise ceux qui produisent. Et il y a une compétence, une autorité de compétence qui émerge et on fait monter ceux qui ont cette compétence. Par contre, ils ont cette compétence. On a vu plein de fois des chefs, je vais citer personne, qui se sont révélés parce qu'ils sont montés de très mauvais chefs parce qu'ils étaient incapables d'organiser le travail des autres, de communiquer une envie, de susciter une adhésion à un projet, et puis tout simplement au jour le jour de dire ça va pas, mais de le dire avec les mots qui conviennent parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Donc il y a eu pendant très longtemps l'illusion que en faisant monter les plus compétents, ça allait bien se passer. Et dans un certain nombre de rédactions, on a eu aussi parce que là on voit émerger des cas de problèmes, mais enfin il y a des rédactions où les gens étaient terrorisés. Si on regarde François le matin de Paris, il y avait le groupe de tête avec 5 personnes qui décidaient et puis tout le monde se taisait. Il y avait une espèce de terrorisme de quelques-uns. Je pense que ça, c'est fini. Ça a beaucoup évolué, évidemment, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire comprendre aux managers des médias que c'est un métier, que ça s'apprend, que c'est pas inné et qu'ils ont besoin de tuyaux, d'astuces, mais aussi d'accompagnement sur la durée. C'est ce que font d'ailleurs les managers de Centre France, puisqu'ils ont mis en place des groupes de travail et des groupes de réflexion entre pairs pour les accompagner sur la durée. Voilà, donc ils se réunissent régulièrement. Au-delà de la pratique de quelques jours de formation, on leur donne les bases. Ensuite, c'est viens parler de ton problème, on va en discuter ensemble. Des groupes de partage d'expériences qui sont très efficaces. Voilà, c'est aussi tout ça qu'il faut repenser dans les médias. Il y a quelques bons cas, mais il y a aussi pas mal de déficits encore, je crois. Il y a un déficit aussi particulier sur les journalistes pigistes, puisque c'est particulier dans la profession, c'est particulier dans les médias. Il y a ces journalistes pigistes qui sont, d'après la loi, des salariés comme les autres, sauf qu'en fait, ils ne viennent pas tous les jours à la rédaction, ils ne sont pas forcément invités dans les conférences de rédaction. À ma connaissance, il n'y a que Cosette, dans la dizaine avec lesquelles je collabore, il n'y a que Cosette et Okapi où les pigistes sont informés de la tenue de la conférence de rédaction et conviés. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un paquet de médias, de magazines, d'émissions de radio ou d'émissions de télé qui ne se feraient pas sans les pigistes. Sauf que déjà que les RH et les managers vont avoir du mal à gérer les gens qui sont titulaires et qui sont là quasiment tous les jours. Alors, je ne vous explique pas comment ils ont encore plus de mal à s'occuper de journalistes pigistes qui n'en sont que des collaboratrices, quand bien même ils sont réguliers. C'est compliqué, ça demande de la souplesse, ça demande une connaissance des gens avec qui on bosse en fait. Donc souvent les journalistes pigistes se sentent un peu lésés parce que on est les bouches-trous de certains titres et pas forcément aussi bien traités que ce qu'on devrait l'être. Et encore une fois, si tous les pigistes se mettaient en grève, mais c'est panique à bord pour boucler un magazine ou pour assurer une grille sur TF1, sur France Info. Donc il y a un enjeu de management qui est particulier aux médias, de ces collaborateurs qui sont ponctuels. Sans même parler des correspondants. Et oui, j'ai oublié les correspondants. Quand on parle de managers, on attend aussi d'eux qu'ils soient capables d'identifier les talents et de les faire grandir.
et de les pousser un peu dans leur retranchement pour qu'ils aillent plus loin que les limites qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Et est-ce que vous avez des exemples dans vos métiers de gens qui ont vraiment fait ce travail-là et qui contribuent à ce que les gens soient plus grands qu'eux, finalement, à un moment donné? C'est vrai que c'est important qu'on arrive à cette question des managers parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités et c'est vraiment pas facile d'avoir de bons managers dans les médias parce qu'ils doivent être de bons journalistes. Bon, si on parle de managers de journalistes, de bons journalistes, et tous les journalistes ne sont pas de bons journalistes, ils doivent être de bons spécialistes éventuellement de leur spécialité, de bons spécialistes de leurs médias. Je vous prends par exemple un exemple. Moi, je suis au service économie de TF1. Ma chef de service, qui s'appelle Pascal Vinquel, qui est une excellente chef, une des meilleures que j'ai eues, elle doit être une bonne journaliste économique, une bonne journaliste de télé, parce que c'est pas la même chose, on ne traite pas les sujets de la même manière, etc. Et en plus, elle doit être une bonne manager, dans le sens où elle doit avoir de bons rapports humains avec les journalistes qui travaillent dans son service, savoir éventuellement dénicher, tiens, lui, il a quand même plutôt des talents dans ce type de sujet, elle est plutôt meilleure sur ça, donc si j'ai ce type de sujet, je vais plutôt le confier à lui, histoire qu'il peaufine encore plus ce talent, qu'il le révèle, donc c'est quand même pas évident. On leur demande beaucoup de choses. Il y a des chefs qui sont de très bons journalistes, de très mauvais chefs qui savent pas parler aux gens, d'autres qui sont de très bons managers, qui vont bien parler, peut-être tirer le meilleur des gens. Et puis quand on commence à rentrer dans le fond des sujets, ils n'ont pas beaucoup de fond de jeu et finalement ils connaissent moins bien les sujets que les journalistes qui sont en dessous d'eux. Donc c'est quand même vraiment pas évident et pourtant c'est un rôle, on commence à le comprendre en parlant, qui est vraiment crucial. Donc oui, il y a des exemples, moi j'ai des exemples de très bons chefs qui ont su voir des compétences, des talents, si on peut les appeler comme ça, et d'inciter à les révéler. C'est pas évident parce que dans l'info, en télé, on est quand même dans une machine à laver où il faut, quand on est en chaîne d'info en permanence et quand on est dans un JT, à 13h et à 20h, fournir de l'actualité. Il faut nourrir la bête. Et donc, réussir à nourrir la bête et en même temps à prendre soin de ceux qui produisent l'information et à dire, tiens, lui, je vais lui donner ça. Elle, non, aujourd'hui, je vais la préserver. Ce genre de choses-là. C'est pas évident. J'ai un exemple en tête, mais il y en a plusieurs. Mais Jérôme Casadieu, à l'équipe, est monté grâce à sa compétence, parce qu'il a montré qu'il pouvait produire autre chose. C'est celui qui a inventé l'équipe Explore, hein, les formats très innovants, avec du parallaxe, des choses un petit peu dynamiques, mais surtout des vraies histoires, avec une énorme narration extrêmement originale. Enfin voilà, un vrai produit éditorial nouveau. Son chef lui a laissé l'autorité et la possibilité de le faire. Alors il a aussi beaucoup pris sur son temps personnel, hein. C'est de sa propre initiative qu'il a fait ça. Et aujourd'hui c'est le chef. Jérôme Casadieu est aujourd'hui le directeur de la rédaction de l'équipe. Donc il a tellement eu finalement de liberté pour faire ce qu'il voulait qu'il a même pris le contrôle, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y en a des exemples. Aussi loin que ça, j'en ai pas 35, mais il y a quand même aujourd'hui une tendance à essayer d'identifier, c'est une nécessité pour les médias aujourd'hui, hein, de pouvoir se distinguer quand il y a des pépites comme ça. Alors, peut-être moins dans le domaine des services publics, peut-être parfois on a moins cette culture d'identifier, enfin c'est très variable, je dis ça, mais en fait j'en sais rien. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour les médias qui doivent vraiment vendre leur contenu, avoir une concurrence, en face d'une concurrence très rude, oui, c'est une nécessité d'identifier ces talents-là et de les faire monter. Et puis ça dépend aussi, si je peux compléter, du modèle du média. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est en cross-média. Quand je suis arrivée, si je peux me donner mon exemple de manager, je suis arrivée au mois de mars. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai audité mes équipes. Donc je leur ai demandé où est-ce qu'ils en étaient, s'ils avaient des envies, s'ils avaient des points de blocage. Et effectivement, je les ai amenés, et ça a été un engagement que j'ai pris avec eux, de les amener à travailler sur tous les supports. C'est-à-dire que mes journalistes à l'heure actuelle sont à la fois sur le digital, sur la presse écrite, ils se sont mis à la radio, ils se sont mis aussi à animer des conférences, quel que soit leur niveau de timidité, on les accompagne. Bien sûr, on amène des curseurs, il y a aussi des temps là-dedans, mais à mon sens, il y a quand même une part d'écoute, mais qui est faisable, parce que nous, on est dans un média, à la différence de toi, on n'a pas besoin de nourrir la bête. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'information chaude, on fait de l'information tiède et froide. On est dans des temps d'investigation qui sont plus longs, qui permettent ça. Et en fait, ça dépend aussi du modèle média. Et si je puis me permettre, dans le profil du manager, je compléterai aussi qu'il y a deux autres briques à ça, c'est qu'il faut avoir des notions de communication et des notions
d'entrepreneur dans le sens financier et business model du média. Il faut arrêter d'imaginer maintenant, pour qu'un média fonctionne, il y a ce côté tripartite de éditorial, communication et modèle financier pour que ça fonctionne. Et il y a des fois il y a certains managers qui effectivement arrivent de la pure rédaction et qui n'ont pas cette vision-là. Et encore une fois, je me permets de partager mon parcours d'entrepreneur où pendant 5 ans, je sais ce que c'est le 10 du mois de me dire le 28 du mois, il faut que je paie tout le monde. Je fais comment? Et cette notion d'argent, cette notion de business, c'est à mon sens maintenant indispensable à avoir, mais même pour un journaliste, je pense, pour un pigiste, parce que vous vendez vos propres projets. Et donc, il faut être commercial et il faut avoir à un moment une dimension financière. Et ce n'est pas péjoratif pour le coup, et ça ne nivelle pas par le bas l'information. Mais à un moment, il faut avoir cette donnée-là économique et cette donnée de communication pour dire oui, on fait du journalisme, mais il faut aussi voir ce qui est viral, pas viral. Et du coup, qu'est-ce qu'on crée comme contenu pour que dans l'intégralité, on ait cette bonne adéquation entre ces 3 briques-là. Pour compléter, je dirais qu'aussi le journaliste pigiste a aussi la particularité de devoir communiquer sur lui-même. Mais bien sûr. C'est-à-dire organiser sa propre promotion sans tomber dans de l'autopromotion à outrance, mais pouvoir être visible, être identifié. C'est de l'entrepreneuriat, sauf qu'il n'y a qu'une seule personne et qu'il n'y a pas une équipe. C'est de l'entrepreneuriat pur. C'est ça, il faut être présent sur un site web ou à minima un blog avec son nom, un bon compte Twitter, poster ses articles sur Facebook par exemple, ou sur Jinkyo parce qu'on a ouvert un portfolio. Et bien sûr qu'il faut avoir cette dimension business, il faut avoir cette dimension de promotion de soi-même, il faut savoir gérer les managers, puisque dans l'autre sens, donc là on a parlé des managers, mais il y a aussi la faculté à s'adapter à différents types de management. Moi j'ai vu à peu près tout comme manager dans la presse magazine avec qui je collabore, du complètement désorganisé. Je pense que le pire manager c'est marrant parce qu'il travaille à management, c'est un chef de rubrique de management qui est à l'arrache totale, donc c'est très compliqué de travailler avec lui, à une jeune femme qui a pourtant été qui n'a pas été formée au management. Elle m'en a d'ailleurs parlé un jour en me disant mais tu te rends compte, je dirige une rédaction, syndrome de l'imposteur, j'ai jamais été formée. Et pourtant, elle a cette capacité à faire monter les journalistes, notamment les pigistes, à les aider à réécrire, à les aider à les pousser dans les domaines où ils et elles vont être bons. Donc, beaucoup de gens font au feeling. Et en tant que journaliste collaborant à différents médias, il faut savoir s'adapter à ces personnes, les comprendre comment elles communiquent. Il y a beaucoup de rédacteurs en chef sont injoignables par téléphone, rien que ça, c'est compliqué. Donc, il faut savoir s'adapter à n'importe quel profil de manager. Eh ben, écoute, Bénédicte, peut-être qu'on peut avoir juste ton regard en une minute. Non, je sais pas. C'est une belle manière de boucler la boucle. C'était toi l'étonnement aujourd'hui. Alors d'abord, merci de m'avoir fait confiance parce que c'était la toute première fois que... Merci. Que je m'immisçais dans un univers que je ne connaissais pas. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand vous avez valorisé tout le travail de management qui vous a fait grandir. Je trouve que c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres univers aussi. On parle pas toujours des chefs qui nous ont fait grandir. Et je trouve que c'est bien. Enfin, voilà, c'était un point qui m'a personnellement beaucoup plu. Merci d'avoir accepté d'être interviewé par quelqu'un qui n'y connaît rien, alors que c'est votre métier. Merci à tous, c'était vraiment super. Merci.